Bienvenue, chers téléspectateurs, dans un nouvel épisode de votre émission Avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Rili et toujours très heureux de vous retrouver. Le 42e sommet du Haut Conseil de coopération du Golfe s'est tenu le mois dernier dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Le sommet a réaffirmé ses positions et ses décisions fermes en faveur du Sahara marocain et de la préservation de la sécurité et de la stabilité du Royaume du Maroc et de son intégrité territoriale. Cette réaffirmation a été exprimée dans la déclaration finale qui a couronné les travaux de la 42e session du Conseil suprême du CCG. La déclaration de clôture a également salué la résolution 2602 du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara marocain, adoptée le 29 octobre dernier. Le Conseil suprême du CCG a d'autre part souligné l'importance du partenariat stratégique liant le Conseil de coopération du Golfe et le Royaume du Maroc, ainsi que la mise en œuvre du plan d'action commun. Cette déclaration représente un développement très important de la politique liée à l'Afrique du Nord et les relations du Maroc avec le monde arabe. Les États du Golfe se sont alignés sur les États-Unis en reconnaissant le Sahara comme partie intégrante du Maroc et en soutenant le plan marocain d'autonomie comme seule solution viable pour un règlement définitif. La déclaration des États du CCG signifie également que les États du Golfe s'éloignent de l'Algérie et du Polisario, qui ont rejeté la déclaration de l'ONU 2602 et les efforts des Nations Unies pour maintenir le dialogue entre les parties. La déclaration a également donné un nouvel élan aux efforts marocains visant à encourager les pays du monde, en particulier les pays européens, à suivre l'exemple du Conseil de coopération du Golfe. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous discuterons de l'importance de ces développements pour la diplomatie internationale liée au Maroc et à la question du Sahara marocain. Pour débattre de ce sujet et faire le point sur ce dossier, j'ai le plaisir d'accueillir Ilan Berman, premier vice-président de l'American Foreign Policy Council, basé à Washington. Monsieur Berman est également un expert en sécurité régionale et il a été un consultant auprès de la CIA et des départements de l'État et de la Défense. Bienvenue Ilan Berman. Permettez-moi, avant de commencer notre discussion, comme à l'accoutumée, avec notre chroniqueur J.D. Gordon. J.D., il est assez clair que la déclaration du Conseil de coopération du Golfe a apporté tout son soutien au Maroc. Et j'y vois ici un point frappant qu'il est communément admis pour les pays du Conseil d'éviter de prendre une partie dans un conflit arabo-arabe. Mais la déclaration constitue une marginalisation de la position de l'Algérie, n'est-ce pas ? Bonne année à vous. Oui, bonne année à vous aussi. Bonne année à votre invité, aux téléspectateurs. Écoutez, je pense que le Conseil de coopération du Golfe a agi conformément à la réalité des choses. Car le Maroc est le souverain sur son Sahara et nous avons vu plus de 20 pays ouvrir des consulats généraux à La Ayoun et Dakhla. Ainsi, le Conseil a exprimé la réalité en faisant une déclaration forte à ce sujet. Nous avons également assisté à une reformulation des alliances stratégiques dans la région, car plusieurs pays arabes ont établi des relations diplomatiques avec Israël pour la première fois. Je pense que l'Algérie, en soutenant le Front Polisario, constitue un facteur de déstabilisation. Si on décortique le comportement de l'Algérie, on verra clairement que cette dernière n'aime aucune intervention étrangère dans la région lorsque la France a effectué une mission de lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. L'Algérie s'y est opposée alors que le Conseil de coopération du Golfe l'a soutenue. Ainsi, nous voyons que pendant que le Conseil travaille pour la stabilité dans la région, l'Algérie joue le rôle du partenaire violent en rejetant toute forme d'ingérence étrangère, même si elle est bénéfique à l'Algérie à long terme. Par conséquent, le Conseil de coopération du Golfe agit conformément à la vision des États-Unis et c'est une chose très positive pour le Maroc. Il s'agit d'un soutien au Royaume face à la rupture des relations diplomatiques de l'Algérie avec le Maroc. Je pense que la position du Conseil reflétait le fait que lorsque l'Algérie commet des erreurs majeures, elle doit s'attendre à ce que les autres la traitent selon les actions qu'elle entreprend. Très bien. Ilan, comment voyez-vous l'impact des pays du Conseil de coopération du Golfe ? Cela poussera-t-il d'autres pays à reconnaître la marocanité du Sahara ? Et comment cela affectera la diplomatie des Nations Unies sur cette question ? Right. Well, it's clear. I agree with JD completely. This is
Je suis tout à fait d'accord avec JD. Il s'agit d'une étape importante et prometteuse. Cette étape franchie par le Conseil de coopération du Golfe est totalement liée au virage stratégique en faveur d'une évolution vers une large réconciliation dans la région où les signataires des accords d'Abraham se réunissent pour établir un consensus politique commun. Nous voyons de plus en plus un bloc de pays arabes se rassembler pour forger un consensus commun sur les menaces et les risques les guettant, un consensus sur la stabilité régionale. Au premier plan de ce consensus, on retrouve cette entente autour de l'importance de l'unité et de l'intégrité territoriale du Maroc pour l'avenir de l'Afrique du Nord et l'avenir du Grand Moyen-Orient, ainsi que pour la souveraineté du Maroc sur son Sahara, qui est désormais une réalité récemment confirmée lors du scrutin du 8 septembre, un scrutin qui a montré clairement une affirmation ferme d'une véritable illustration de la parfaite symbiose entre Sa Majesté le roi Mohammed VI et le peuple marocain. Ce que nous voyons également, c'est que plusieurs États reconnaissent de plus en plus la réalité sur le terrain et il existe un courant stratégique qui rend cela plus acceptable. Le Maroc en sort plus fort. Concernant votre mention du scrutin du 8 septembre, je voudrais m'attarder là-dessus, puisqu'il existe une relation possible entre les résultats de ces élections et la décision du Conseil de coopération du Golfe. Alors, pensez-vous que les pays du Conseil de coopération du Golfe, à travers la déclaration de clôture de leur sommet, auraient pu vouloir apporter leur soutien au gouvernement d'Aziz Arnouch? Écoutez, je suis intimement convaincu que les gouvernements du Conseil de coopération du Golfe et du Conseil dans son ensemble se sentent beaucoup plus à l'aise avec la situation politique actuelle dans la région et en Afrique du Nord, car les courants que nous voyons ont rapproché ces pays sur des questions telles que le consensus politique et l'entente mutuelle autour des risques posés par l'extrémisme islamique. En ce qui concerne le Maroc, il semble qu'il existe une entente entre les États du Golfe selon laquelle l'unité, l'intégrité territoriale et la sécurité du Maroc sont nécessaires pour que la stabilité régionale progresse. Je pense qu'il s'agit d'un développement très important et très positif. Permettez-moi de développer cette idée. Vous savez que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar sont parmi les plus gros investisseurs au Maroc. Pensez-vous alors que ces pays avanceront dans la traduction de ces bonnes relations économiques dans l'intérêt de la stabilité et de l'intégrité territoriale du Maroc? Écoutez, je pense que la dimension économique est un aspect important, car il est absolument clair qu'il existe une possibilité de réaliser d'énormes progrès économiques en reliant le Sahara au reste du royaume, de la région et du continent africain, chose que le Maroc a appelée il y a longtemps, mais n'a pas reçu beaucoup de réponses. L'un des exemples clairs aujourd'hui est que les États-Unis, sous le président Biden, ont reconfirmé la position du président Trump sur la souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara, ce qui met de nouveau l'accent sur la réalité sur le terrain. Cependant, l'administration Biden n'a pas fait plus d'efforts pour offrir des avantages aux entreprises américaines qui souhaitent investir dans le Sahara. Le développement des provinces du Sud prend de l'ampleur et pour cela, nous voyons plus de pays dans la région du Golfe et en Asie, comme la Chine, montrant de l'intérêt pour le développement économique dans le Sahara marocain, qui est désormais devenu un hub de croissance et un moteur du progrès économique. Et d'un point de vue américain, je peux dire que j'aimerais beaucoup que la source de financement des projets dans les provinces du Sud soit américaine.
Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Permettez-moi maintenant d'évoquer un peu la dimension européenne. Nous avons vu un certain nombre de développements liés à la question du Sahara marocain dernièrement. J'en citerai deux en particulier. Le premier, la ministre britannique des Affaires étrangères a exprimé son soutien à la résolution 2602 du Conseil de sécurité de l'ONU et a salué les efforts sérieux et crédibles du Maroc pour la résolution du conflit autour du Sahara marocain. Le deuxième, le ministre allemand des Affaires étrangères a publié un nouveau communiqué élogieux en faveur du Royaume du Maroc en tant que partenaire central de l'Europe. Berlin a fait part de son soutien aux efforts déployés par le Royaume pour résoudre le conflit du Sahara marocain, soulignant l'importance du plan d'autonomie et le rôle positif pour résoudre la crise libyenne. Pensez-vous alors que de telles déclarations des pays européens sont une preuve de l'élan politique européen croissant vers la question du Sahara marocain? Je pense que cela peut arriver car le Maroc a exprimé franchement une grande volonté de participer au processus de négociation tout en s'engageant dans l'initiative d'accorder l'autonomie aux provinces du Sud dans le cadre de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, alors que l'Algérie a retiré sa représentation diplomatique à Rabat et a cessé de participer à toute discussion constructive sur l'avenir du Sahara. Et comme dit le proverbe, il faut être deux pour danser le tango. Je pense que les États-Unis et les pays européens comprennent que le Maroc est toujours présent à la table des négociations, mais l'Algérie est absente. Dans ce contexte, le Maroc maintient la position la plus forte. Alors, oui, Ilan, ce proverbe est vraiment digne de capter l'attention. Il faut être deux pour danser le tango. Je pense que l'Europe et l'Amérique sont persuadées que le Maroc est prêt à participer au dialogue et à s'asseoir à la table des négociations, alors que l'Algérie ne l'est pas. La résolution 2602 de l'ONU est venue pour encourager le dialogue politique, mais le Maroc est bien le seul à vouloir participer, tandis que l'Algérie est loin de cette démarche. Chers téléspectateurs, nous allons prendre maintenant une courte pause. Welcome back to Mal Maghreb in Washington, where today we are discussing... Chers téléspectateurs, de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre discussion porte aujourd'hui sur le Maroc et le Conseil de coopération du Golfe, ainsi que les États-Unis. Je vous souhaite encore une nouvelle fois une merveilleuse année. Avant la pause, nous avons parlé de grands changements dans le traitement de la question du Sahara marocain. Nous avons parlé également de la déclaration finale du Conseil de coopération du Golfe et des positions de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne. À cet égard, je dois mentionner le discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI, adressé à la nation à l'occasion du 46e anniversaire de la Marche verte, dans lequel il a déclaré que les pays qui souhaitent de nouvelles relations avec le Maroc doivent faire un choix simple. Permettez-moi ici de citer un extrait du discours royal de Sa Majesté. Je cite: « À ceux qui affichent des positions floues ou ambivalentes, nous déclarons que le Maroc n'engagera avec eux aucune démarche d'ordre économique ou commercial qui exclurait le Sahara marocain. » Fin de citation. À la lumière des positions de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, pensez-vous que le message de Sa Majesté le roi Mohammed VI est reçu et que cela explique ces messages conciliants venant de l'Europe? Oui, je pense que le message a été bien reçu, mais ce type de développement a son propre élan. Je pense également que la réalité au Sahara marocain en tant que partie intégrante du royaume est de plus en plus acceptée. Comme nous l'avons dit auparavant, le dynamisme économique de la région est indéniable. Chaque fois que le Sahara est considéré comme une question réglée et qu'il appartient au Maroc et qu'il n'y a pas de discussion à ce sujet et que la souveraineté du Maroc sur son Sahara est confirmée par toutes les parties, les craintes d'investir dans les provinces du Sud s'estompent. Et je pense que c'est un point très important car il y a un énorme développement économique qui a vu le jour
dans le Sahara marocain. De plus, il y a un port géant qui va être construit à Dakhla. Et je pense que les pays européens et asiatiques commencent à reconnaître la réalité des choses et l'existence d'opportunités d'investissement au Sahara marocain. And I think, you mentioned the port. It's really interesting to note that the UAE is one of the Vous avez évoqué un point très important, celui des ports. En fait, les Émirats arabes unis sont l'un des plus gros opérateurs dans l'exploitation de nombreux ports partout dans le monde. Ils ont construit d'énormes projets à Djibouti et en Somalie. Le Sahara marocain peut être une cible attractive pour les investissements émiratis. Maintenant, intéressons-nous à l'Iran. Si nous voulons brosser un tableau des alliances et des relations, nous trouverons ce qui suit. D'un côté, le Conseil de coopération du Golfe a des relations épineuses et mouvementées avec l'Iran. Et le Maroc a rompu ses relations diplomatiques avec Téhéran en raison de son soutien au Polisario. Et dans le même côté, nous avons aussi les États-Unis qui ont une image négative de l'Iran, mais qui ne sont pas encore arrivés à la meilleure façon d'y faire face. Tout cela représente un côté. Et de l'autre côté, nous avons l'Algérie et ses relations avec l'Iran et ses partenaires extrémistes qui pensent que la violence et le terrorisme sont un moyen pour résoudre les problèmes internationaux. Donc ma question est la suivante. Les positions des pays du Conseil de coopération du Golfe, du Maroc et des États-Unis porteront-elles leurs fruits face à l'Iran en Afrique du Nord et dans le reste des régions de l'Afrique? Et en quoi cela affectera l'Algérie dans ce qu'on peut appeler la justice révolutionnaire réactionnaire? Écoutez, je pense qu'il est indéniable qu'il existe un consensus entre le Maroc et les pays du Conseil de coopération du Golfe sur les dangers potentiels posés par l'Iran. Un consensus qui s'est développé depuis de nombreuses années. Le Royaume du Maroc s'est rendu compte des effets néfastes de la pénétration iranienne et du sabotage idéologique dont les pays du Golfe ont le plus souffert. Toutefois, cela a permis aujourd'hui d'accroître la vitalité du dialogue entre l'Afrique du Nord et les pays du Golfe et d'aboutir à ce genre de consensus commun. Alors pour moi, la question qui se pose est la suivante. Quelle est la position des États-Unis à cet égard? Parce que l'administration Biden insiste toujours obstinément pour essayer de ramener l'Iran à la table des négociations. Et on ne sait pas dans quelle direction iront ces négociations, qui ne semblent actuellement pas aller dans le bon sens. Mais il y a des questions dans la région et des questions à Washington également sur ce que les États-Unis se préparent à faire pour renforcer leur partenariat en Afrique du Nord et au Moyen-Orient face à la subversion iranienne, alors que les États-Unis sont engagés dans des négociations avec l'Iran. Alors la question qui se pose ne concerne pas de savoir s'il y a un rapprochement entre l'Afrique du Nord et le Golfe, puisque ce rapprochement est désormais clair. La question est plutôt la suivante. Quel est le rôle que jouera l'Amérique dans la promotion de ce rapprochement? En ce qui concerne le Conseil de coopération du Golfe et de l'Algérie, nous avons entendu Djidi au début de l'épisode dire que le Conseil de coopération du Golfe a commencé à s'éloigner de ses anciennes pratiques en ne prenant pas parti. Le Conseil a décidé de se ranger cette fois-ci du côté du Maroc. Alors comment cela affectera-t-il les relations du Conseil de coopération du Golfe avec l'Algérie? D'autant plus que l'Algérie est censée accueillir en mars 2022 le prochain sommet des chefs d'État arabes. D'ailleurs, je pense que la déclaration finale des États du Conseil de coopération du Golfe exclut la tenue de ce sommet en Algérie.
do you see the GCC taking more, taking tougher measures or Pensez-vous que les pays du Conseil de coopération du Golfe prendront de plus en plus leur distance vis-à-vis d'Alger, non seulement sur la question du Sahara marocain, mais également sur toutes les politiques algériennes liées à la déstabilisation de la région? Certes, j'ai lu dans la déclaration finale du Conseil une sorte d'avertissement à l'Algérie qu'elle est en dehors du contexte stratégique de la région et que sa pratique politique d'obstruction et son manque de participation positive aux questions de sécurité régionale sont considérés par les pays du Conseil de coopération du Golfe comme nuisibles. Et j'y vois un avertissement pour le régime algérien de la nécessité d'agir de manière constructive. Dans le cas contraire, l'Algérie restera seule et isolée. Une dernière question pour vous, Ilan. Comment les choses vont-elles évoluer à votre avis? Et pensez-vous que l'Algérie et le Polisario réagiront à ces récents échecs? Comment tout cela affectera les efforts de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, pour parvenir à un règlement politique du conflit régional autour du Sahara marocain? Et enfin, comment le Maroc peut profiter de tous ces développements? Écoutez, il me semble que les options stratégiques qui s'offrent désormais à l'Algérie ainsi qu'au Front Polisario sont minces et de moins en moins nombreuses. Les Algériens se sont placés dans un coin politique étroit par leur éloignement diplomatique avec l'opération des Nations Unies et également de Rabat. En conséquence, le Maroc peut façonner le cadre des discussions sur la souveraineté du royaume sur son Sahara, ainsi que sur les développements en Afrique du Nord et les contacts avec le Moyen-Orient. Je pense que c'est un énorme avantage pour le Maroc. De ce fait, les voix des Marocains trouveront une résonance importante. Alors je vois ici une tendance claire. Lorsque les responsables marocains se rendent en Europe ou aux États-Unis et parlent, ils sont confiants de la position du Maroc dans la région et de la façon dont le Royaume peut aider à résoudre certains des problématiques économiques et politiques les plus complexes de la région. C'est quelque chose de nouveau, une très bonne chose. Plus, le Maroc profitera du vide politique créé par le retrait de l'Algérie. En plus, le Royaume en sera certainement bien positionné. JD, I want to turn to you on something that Ilan said. JD, je me tourne à présent vers vous. Ilan Berman a évoqué le vide politique que l'Algérie a créé et que le Maroc a comblé. Nous avons vu de nombreux partisans de la position du Maroc, tels que le Conseil de coopération du Golfe et d'autres partis. Si nous passons un peu à la dimension économique, Ilan Berman a déclaré que le Sahara est un territoire marocain et que le Royaume fait de gros efforts pour être prêt pour les futurs investissements. Mais la propagation de la Covid-19 a affecté cela négativement. Si nous regardons vers l'avenir, à votre avis, comment les changements dans les alliances affecteront-ils le développement, non seulement au Maroc, mais dans le reste de l'Afrique, dans son ensemble? Lan a soulevé un point très important, à savoir que la réalité diplomatique sur le terrain montre clairement le nombre croissant de pays qui reconnaissent le Sahara comme partie intégrante du Maroc. Comme c'est le cas pour les États-Unis et les pays de la région, cela va drainer des investisseurs. D'ailleurs, Lan a raison de dire qu'il espère que les États-Unis Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette émission. Vous avez suivi cette analyse pertinente et précise concernant le soutien du CCG à la marocanité du Sahara. Je pense que cela sera une avancée pour 2022.
Nous pouvons conclure qu'il y aura des changements d'alliances dans la région. Ces alliances ont réuni des pays d'une manière inédite. Ils ont réuni Israël, le Golfe, le Maroc, l'Afrique du Nord et l'Union européenne. L'avenir sera certainement du côté de ces pays et nous avons vu le Maroc tirer un meilleur parti de telles opportunités pour créer de nouvelles relations et de nouveaux rapports de force. Cela a été clairement évident dans la déclaration de clôture du sommet du Conseil de coopération du Golfe et dans le rôle primordial du Maroc dans la région. Cela augure d'un avenir prometteur alors que nous sommes au début de la nouvelle année. En vos noms, chers téléspectateurs, je tiens à remercier mon invité, Ilan Berman. Je remercie également notre chroniqueur, Gigi Gordon. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention. Notre rendez-vous se renouvelle la semaine prochaine. À bientôt.